mon cerveau, il s'est dit, on est en danger tout le temps. Il faut tout le temps être sur le qui-vive. J'avais des manches à balai, des lattes, etc. sous mon lit parce que j'étais en mode si jamais il y a un truc qui se passe, j'ai ça. Bonjour, moi c'est Charlie, j'ai 22 ans et j'ai quelques soucis psychiatriques. J'ai déménagé en Martinique à mes 6 ans. À la base, j'habitais en Bretagne parce que mon père était martiniquais et il fallait que je connaisse ma famille Martinique, voilà, qu'on soit plus proche d'eux, donc on a déménagé en Martinique. Primaire, rapidement, j'ai dû sauter le CE2 parce que apparemment j'étais un peu trop intelligente. Et suite à ça, j'ai vécu du harcèlement du coup du CM1 à la 3e et à partir de la 6e jusqu'à mi-4e, j'étais également harcelée. Sur le moment, personne ne s'en rendait compte parce que j'avais l'air hyper joyeuse tout le temps. Tout le monde pensait que j'étais heureuse, sauf que non. J'étais dans le déni de tout ça. C'est aussi pour ça que les gens pensaient que j'étais heureuse, parce que moi-même je le pensais. Et arrivé en France, parce que pour la seconde, on a fait le voyage inverse, on est retourné en Bretagne, c'est là où ma santé mentale a commencé à se détériorer petit à petit. Et en première, ça a fait une chute vertigineuse. J'ai commencé à avoir des idées suicidaires. J'avais des hallucinations. Donc, qui était soit de me faire du mal à moi, soit de faire du mal aux autres, qu'on me voulait du mal, j'avais tout le temps un bruit constant. Et en fait, le truc, c'est que j'en parlais pas parce que ça me semblait pas anormal. Je me disais pas forcément consciemment, tout le monde vit ça, mais pour moi, c'était comme ça, quoi. Il y avait pas à en parler. C'est pas parce que j'avais honte, c'est juste parce que comme je fonctionnais comme ça, quand on est trop dans un fonctionnement, on se rend pas compte que c'est pas le fonctionnement habituel et donc on fait avec. Personnellement, quand j'ai commencé à aller mal, je mettais ça sur le dos de l'adolescence parce qu'on a l'idée de l'adolescent qui est amorphe, qui a aucune émotion, qui est tout le temps, peu importe qu'il soit heureux, triste, il a une émotion. Et du coup, moi, je me suis dit, non, mais c'est l'adolescence. Et en fait, je pense que dès que l'enfant a conscience qu'il est sa propre personne et pas juste un détachement de ses parents, on pourrait commencer à lui poser des questions sur sa santé mentale. Mais vraiment, juste pas avec les mêmes termes à chaque fois en fonction de l'enfant. J'ai toujours eu un grain de folie, même en dehors d'être réellement folle. C'est-à-dire que mes parents, ce qui était bien, c'est qu'ils m'ont jamais interdit d'être moi-même tant que ça a respecté les autres et moi-même. Donc si je voulais danser dans la rue, tant que ça mettait en danger personne, je pouvais. Je pouvais être moi-même. Et donc, je sautillais, je fredonnais, je lisais des livres. Alors, je précise, parce que du coup, quand j'étais en CM2, je lisais déjà des Marc Lévy, par exemple, ce qui n'est pas forcément très habituel pour un élève de CM2 qui a sauté une classe. Et ça aussi, ça profitait à m'isoler parce que j'avais vraiment une personnalité très de personne intelligente, on va dire. Je dis pas que les autres étaient pas intelligents, c'est juste que vraiment c'était une étiquette que tout le monde me collait de l'intello, quoi. Et j'étais vraiment à part. Oui, donc l'harcèlement, ça se manifestait par beaucoup d'isolement. Il y avait des têtes, il y avait les meneurs et il y avait les suiveurs, on va dire, dans le harcèlement. Et ces suiveurs-là, c'était je te parle s'il n'y a personne autour, je suis amie avec toi s'il n'y a personne autour, mais dès qu'on me regarde, je te méprise, je te juge, je t'insulte, je subissais tout. Donc tout le harcèlement, il n'y avait pas une bande d'élèves harcelés, j'étais vraiment l'élève harcelé et tout le reste contre moi. Quelque chose que je remarque dans le harcèlement, on n'écoute pas forcément les victimes, dans le sens, on dit « Ah, tu te fais harceler », ça on a écouté, mais on n'écoute pas la victime pour qu'elle propose une solution. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin pour aller mieux ou pour changer les choses. Dans la scolarité, il faudrait aussi un accompagnement pour les harceleurs et pour les harcelés. Parce que quand on harcèle, généralement, il y en a qui le font par pure cruauté, mais il y en a aussi qui le font en mode j'harcèle, je mange pour pas être mangé. Alors j'excuse aucunement le harcèlement, mais je pense que si on avait un accompagnement réel, psy, émotionnel, n'importe quoi, vraiment pas juste les cours, mais qu'on écoutait réellement les élèves et ce qui se passait chez eux, je pense que ça pourrait faire avancer les choses pour les deux côtés, vraiment les harceleurs comme les harcelés. Même en dehors du harcèlement, je pense qu'on n'écoute pas assez les jeunes, on ne s'occupe pas assez de leur santé mentale et de leur développement, alors que c'est hyper important. Sensibiliser, écouter, accompagner. Pour moi, c'est vraiment ça qui pourrait aider. Le harcèlement sexuel a débuté, j'avais 10 ans, c'est quand je suis rentrée en 6e. Et ça s'est arrêté quand j'avais 12 ans et quelques mois. Pareil que pour beaucoup de choses, quand je faisais l'autruche, c'est que ça me semblait pas anormal. C'est arrivé, en fait, ça faisait une fois par semaine, et à la fin, ça faisait plusieurs fois par jour. Que
ce même élève, donc qui n'était pas dans ma classe mais dans ma promo, me faisait des attouchements. À 10 ans, rentrer dans la sexualité de cette manière, c'est pas la meilleure des manières de rentrer dans la sexualité, ça m'a créé un gros trauma. Ça s'est arrêté parce qu'il a voulu être trop gourmand, on va dire. Il a voulu intégrer la classe de latin. C'était le seul moyen pour lui d'être dans la même classe que moi, sinon tous les attouchements c'était dans les escaliers, à la récré, voilà, quand vraiment il pouvait le faire furtivement. J'en ai parlé à la prof et c'est là que on en a parlé à un autre prof, puis au proviseur, puis au flic. Et du coup, il a arrêté de me harceler, mais il est resté dans le collège. Donc, on m'a dit, il ne sera pas dans ta classe, il ne va pas aller en latin. En troisième, t'inquiète pas, il ne sera pas dans ta classe. Mais il est resté au collège. Et il avait toujours ce pouvoir sur moi, genre, même s'il ne m'a touché pas, il savait qu'il avait un pouvoir sur moi. Je le voyais quand même, j'avais quand même son rappel. Voilà. Parfois, il s'avançait un peu comme ça, et moi, du coup, je reculais, parce que j'étais terrorisée. Alors, mes ressources pour pas sombrer, je pense que c'était beaucoup de déni et de résiliation. Il y a eu quelques jours où j'ai pas été en cours parce que c'était trop. Et donc, la maîtresse en a parlé aux élèves. Les élèves n'ont pas changé. Parce que oui, quand on est harcelé, on conseille toujours d'en parler aux adultes. C'est vrai, il faut en parler, mais il faut en parler aux bonnes personnes et que les personnes fassent les bonnes actions. Parce que parfois, quand on est harcelé, on a l'impression que parler, ça ne va faire qu'empirer. Et malheureusement, c'est quand même, peut-être pas souvent, mais beaucoup de fois le cas. Parler aux adultes responsables, parfois, ça fait qu'empirer. Soit parce qu'il n'y a pas eu d'action réellement mise en place, il y a juste eu quelques mots et pas de punition réelle, de menaces ou quoi que ce soit envers les harceleurs. Soit parce que parfois, les professionnels eux-mêmes participent soit en passivité, soit activement à l'harcèlement. Et en fait, je savais que même si je changeais d'école, ça allait recommencer. Parce que j'étais une personne très vulnérable. Même si j'avais cette envie-là, comme j'en ai parlé quand même assez tard, il restait 1 an de collège. Et en plus, j'avais quand même des attaches à ce collège parce que j'avais mon premier amour. Alors, c'était un garçon, c'était clairement un amour bouée de sauvetage. Alors moi, je me projetais, je me mariais avec lui. Avec beaucoup de recul, je me rends compte que oui, je l'aimais, mais c'était surtout mon cerveau, il s'est dit, ok, il y a beaucoup trop de merde, là, faut qu'on fasse quelque chose. Hop, ok, on va l'aimer, ça va être une note positive, elle va pas vouloir clamser. Et c'était un peu le cas, parce que du coup, toutes les fois où je me suis dit, mais si on en finissait, il y avait une voix en moi qui disait, alors c'est pas une hallucination, mais il y avait une partie de moi qui disait, attends, mais pense à lui. Mais j'en étais pas consciente, je me disais pas, j'ai envie de crever. Je me disais, j'ai envie de sauter, mais pour l'expérience. Alors, les séquelles que ça m'a laissées, celle la plus importante, c'est l'hypervigilance. C'est-à-dire que je suis consciente de tous les bruits, toutes les visus, tout, ce qui est très fatigant. La parano aussi. Donc, c'est-à-dire que si je vais dans une pièce, si possible, je me mets de façon à voir la porte, voir la pièce entièrement, ou en tout cas le plus possible. Mon cerveau, il s'est dit, on est en danger tout le temps, il faut tout le temps être sur le qui-vive. J'avais des manches à balai, des lattes, etc. sous mon lit, quand j'étais au collège, et même un peu au lycée. Parce que j'étais en mode, si jamais il y a un truc qui se passe, j'ai ça. Et j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait une caméra sur moi. Tout le temps. Parce que j'avais cette parano, cette hypervigilance-là qui me disait, si tu fais pas gaffe, tu vas être agressé de la pire manière qui soit. Là, ça va mieux depuis quelques temps, mais il y a des moments où vraiment, je me sens en danger. Et aussi, je ne suis pas tactile. Tellement pas tactile que si on me touche, surtout dans le dos, surtout sans me prévenir, c'est vraiment des purs réflexes, je vais frapper les gens. Et ça, peu importe les gens, ça peut être ma mère si elle fait pas gaffe, ça peut être un inconnu, ça peut être quelqu'un que j'aime pas, c'est vraiment des purs réflexes. Par rapport à la santé mentale, déjà, moi j'ai un combo, j'ai le trouble schizoaffectif dont j'ai pas mal parlé, mais j'ai aussi un trouble dissociatif de l'identité, donc pour faire simple, j'ai des gros trous de mémoire, et j'ai des personnalités dans ma tête qui sont des parties de moi qui parfois prennent le contrôle. La première hallucination dont j'ai eu conscience, c'était une hallucination qui me disait arrête, t'es ridicule. Parce que on faisait avec ma classe, on se sentait tous ridicules, mais la prof d'espagnol, elle avait insisté pour qu'on aille chanter un cantique de Noël en espagnol à plein d'endroits du lycée. Et là, j'ai eu une voix qui m'a dit « Arrête, c'est ridicule ». Genre vraiment, arrête, arrête. Les hallucinations que j'ai, elles sont auditives.
elles peuvent être aussi synesthésiques, donc c'est-à-dire par exemple, je vais y revenir après, mais le contact physique. Mais du coup à ce moment-là c'était juste une voix sans identité. Et je l'ai balayée comme ça, genre ah j'ai entendu un truc là, mais non, je sais que ça, on va pas faire gaffe, on va bien. Faut savoir aussi que je voyais une psychologue en seconde parce que j'avais développé pas mal d'anxiété. Et vraiment, chaque contact physique avec quelqu'un me mettait très très mal, surtout si c'était un homme. Mes proches ne se sont pas tout de suite rendus compte qu'il y avait un problème. Alors la prof de français a sous-entendu que j'étais anorexique, ce qui n'était pas le cas. J'avais plus d'appétit pour rien, donc pour la danse, mais aussi pour la nourriture, pour la vie en général. Je voulais mourir. Je pense que la phrase qui a fait l'élément déclencheur pour ma mère, c'est quand à table j'ai sorti, donc j'avais 15 ans, j'ai dit « Oh là là, la vie c'est long ». C'est à partir de là, on est allé voir notre médecin généraliste, parce qu'il faut savoir que beaucoup de médecins généralistes font aussi du psy. Et en fait, quelque chose qui m'a arrangé, c'est que j'avais interdiction de faire du sport, donc y compris à l'école, parce que comme je mangeais pas pour maigrir, hein, vraiment mon poids je m'en fichais, mon apparence je m'en fichais, je voulais juste mourir. Par exemple, quand je traversais, l'hallucination me disait « Traverse, regarde pas, traverse ». Mais je l'avais aussi sans hallucination. Mais vous savez, parfois on voit un gâteau et on salive, on a faim, alors qu'avant on n'avait pas faim. Mais là on voit un gâteau, il faut qu'on le mange. C'était pareil avec les couteaux et mon poignet. Mon poignet, j'avais comme une brûlure alors qu'il se passait rien, il n'y avait rien dessus. Je voyais le tiroir à couteau et vraiment je me disais, est-ce que ce serait pas intéressant de tester de se rompre les veines? Pourquoi pas? À ce moment-là, je n'avais pas fait de tentative de suicide concrètement, du moins dont je me rappelle. Et j'ai eu des immenses crises d'angoisse qui pouvaient durer 30 minutes avec hallucinations, avec des cris, je m'arrachais les cheveux. Les vêtements, c'était à la fois trop, ma peau n'aimait pas le contact des vêtements, mais en même temps, je ne voulais pas être nue parce que je voulais pas voir mon corps et le contact de ma peau, ça m'allait pas non plus. Les hallucinations, c'est dans mon cas, parce que comme beaucoup de maladies mentales, ça peut être différent pour chacun. Les hallucinations, c'est une voix qui peut être à l'extérieur comme à l'intérieur et qui ont parfois une injonction. Par exemple, je sais pas, j'aurais une voix qui va me dire « Ok, tu vois la gourde, tu la balances sur la personne ». Une voix d'hallucination a plus d'identité qu'une pensée qui est vraiment juste une pensée. Et une pensée intrusive, du coup, c'est une pensée qui est tout le temps horrible, des choses qu'on ne pense pas nous, qu'on ne veut pas faire, mais on a cette pensée-là. En fait, la pensée, ça surprend parce que c'est « Ok, pourquoi il y a ça ?» Alors que l'hallucination, je pense elle a plus d'identité, elle est plus familière. La pensée est une pensée, l'hallucination a potentiellement une émotion qu'il n'y a pas forcément lors de la pensée. Donc du coup, pendant les vacances, on veut aller en Martinique pour les vacances. 3 semaines. Le seul truc, c'est qu'on voit bien que je vais mal. On voit bien que je suis potentiellement en danger pour moi-même, même si pour l'instant, j'ai rien fait de spécial. Ah oui, et j'ai un suivi psychologique aussi, donc j'ai une psychologue qui me voit une fois par semaine, qui est inquiète sur mon état. Et la psychiatre du CMP, donc du centre médico-psychologique, la psychiatre, ou ne voulait pas, ou n'avait pas le temps de me voir, malgré l'insistance de ma psychologue. Et donc, on va aux urgences pour une consultation, pas pour être hospitalisé. La psychiatre, on ne diagnostique pas des mineurs, sauf des cas très précis. C'est très rare qu'on diagnostique un mineur parce que poser une étiquette alors que le cerveau n'a pas fini de se construire, c'est un peu inutile. Donc elle me dit que je suis dépressive et elle me prescrit un antidépresseur, sachant que pour mon trouble, qui est donc des années plus tard, on a vu que c'était le trouble schizoaffectif. Donc quand on a des hallucinations et des changements d'humeur, l'antidépresseur est fortement déconseillé. Et je ne le savais pas, et la psychiatre, m'ayant mal diagnostiqué, ne le savait pas non plus, qui a fait que quand je suis allée en Martinique, j'ai commencé à prendre le traitement. Ça a augmenté mes symptômes, mais waouh! J'avais 3 crises d'angoisse par jour, elles duraient 2 heures. Ensuite, je dormais 2 heures, je me réveillais, je faisais 5 minutes, quelque chose, une vie normale, 2 heures de crise d'angoisse. Pendant mes crises, j'avais des hallucinations. Je cherchais à me suicider, donc je mettais mes doigts dans des prises, je voulais m'étrangler. Je m'agitais en tous sens. J'avais vraiment plein d'hallucinations vocales qui me disaient que ma famille me voulait du mal, qu'il fallait que je fasse souffrir ma famille, qu'il fallait que moi je meure, que j'étais possédée, que des choses horribles. J'ai fini par être hospitalisée en Martinique pour la semaine et demie qui restait de mes vacances. Et ensuite, quand on est retourné en France, toute cette année-là, je reste chez mes parents. Je me suis transformée en petit vieux, j'avais mon plaid, ma tisane, mes mots fléchés France 3. Et voilà.
Vraiment, je faisais ça activement. L'année de terminale, je ne l'ai pas passée, mais en 2019, je vais aller dans un centre soins-études, où en gros, c'est un mélange hôpital-psy pour gens quand même un peu stabilisés, et avec un lycée dans le même bâtiment, on va dire. Donc, il y avait la possibilité de prendre les cours qu'on voulait, on choisissait notre emploi du temps avec le nombre d'heures qu'on voulait. Il y avait la possibilité de quitter la classe et d'avoir un soignant qui venait nous aider à nous calmer si on avait besoin. On pouvait vraiment faire plus de matière, si on voyait que c'était pas bien, on réduisait. Voilà, c'était vraiment très adapté, c'était personnalisé en fonction des besoins de chacun. L'année 2020-2021, du coup, je suis de nouveau chez mes parents. Il faut savoir aussi qu'en 2019, on a diagnostiqué 2 tumeurs dans le cerveau de mon père. En 2021, on était très conscient qu'il allait bientôt mourir. Et donc, à un moment donné, il était question que j'aille dans une clinique spécialisée pour m'aider à aller mieux. J'ai dit non, je veux pas la clinique. En plus, j'allais plutôt bien à ce moment-là. Je préfère rester avec mon père. J'ai absolument pas regretté ce choix. Mon père est mort pendant l'été 2021. Il est mort le 10 août 2021. Et moi, pendant l'été, je travaillais à la médiathèque de ma ville pour gagner de l'argent, pour travailler, parce que en septembre, je comptais reprendre les études pour faire un DOS métier du livre, donc aller à la fac dans l'idée d'être bibliothécaire ou travailler dans les bibliothèques. J'ai tenu l'après-rentrée et 2 semaines. Donc, mon père était mort. Voilà. Je me suis dit, c'est pas ça qui va m'arrêter, je vais bien, je tente l'école. J'ai tenu 2 semaines. En vrai, je suis fière de moi d'avoir tenu 2 semaines. Mais si vous voulez, enfin, c'est pas si vous voulez, c'est ce qui s'est passé. La 2e semaine, j'allais vraiment pas bien. Pareil, de nouveau, je traversais sans regarder. J'avais des hallucinations, j'avais beaucoup d'angoisse. Et après, j'ai enchaîné les hospitalisations. Et j'étais tellement à risque que même sortir accompagnée de l'unité, même pas de l'hôpital, juste de l'unité, j'avais pas le droit. Et après, du coup, j'ai vraiment enchaîné les hospitalisations. Je suis sortie, 10 jours après, j'ai refait une hospitalisation de 3 semaines. Je suis sortie, 1 mois plus tard, une hospitalisation de 2 mois. 1 mois plus tard, une hospitalisation d'1 an et demi. J'avais des moments où j'étais, donc, ce qui s'appelle des phases maniaques et des phases dépressives. Donc des phases maniaques parce que quand j'avais une phase maniaque, à l'époque en tout cas, je faisais que écrire, je dormais pas, j'avais tellement de créativité que j'ai écrit un livre, alors il sera jamais posté hein, parce qu'il est nul, il est horrible, et d'autres moments où clairement ma seule idée c'était de mourir, avec des hallucinations. Donc je fais mes petites recherches, je me tape bipolarité plus hallucination, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes qui ont un diagnostic ont commencé par faire leurs recherches elles-mêmes. Donc j'ai mon rendez-vous avec ma psychiatre en décembre, sachant que je commençais une phase basse, j'avais de nouveau des idées noires, de nouveau des hallucinations. Je lui en parle donc du diagnostic trouble schizo-affectif, qui est donc, pour faire simple, dans mon cas, un mélange entre la bipolarité et la schizophrénie. Et donc ma psychiatre me confirme que effectivement c'est une bonne piste à explorer et on me met ce diagnostic-là. Il n'y a pas de test, il y a beaucoup d'observations parce que du coup cette psychiatre-là, on était en 2020, elle me suivait depuis 2018. Donc elle m'avait vu traverser pas mal de choses. La schizophrénie, c'est tellement compliqué, on va dire. Comme maladie psy, on m'a mis un régulateur d'humeur. Donc du coup, pour essayer que mon humeur, au lieu de faire des pics vers le haut et des pics vers le bas, soit je puisse toujours avoir des émotions, mais moins intenses. De ce que je me rappelle, j'ai pas forcément le soulagement qu'on peut avoir après des années et des années d'errance médicale. J'ai changé de traitement entre-temps. En fait, j'ai pas été ça pendant longtemps parce que du coup, quand j'ai enchaîné les hospitalisations entre deuxième partie de 2021 à 2023, du coup, vu que la dernière hospitalisation elle a duré 1 an et demi, j'allais à l'hôpital, je n'avais plus d'idées dépressives, j'étais de nouveau heureuse, j'allais mieux, c'est que j'étais en phase haute, ok, tu peux sortir, mais du coup, quelques temps après, j'étais de nouveau en phase basse, donc une nouvelle hospitalisation. C'est pour ça que la dernière hospitalisation, elle a duré 1 an et demi, parce que les 4 premiers mois, j'étais dans une unité, celle que j'avais jusque-là, donc une unité de crise. Et après, je suis allée dans une unité de réhabilitation pour me préparer à la vie extérieure et vraiment apprendre à me connaître. Et on a changé de traitement, et on a changé le régulateur d'humeur, on a passé au lithium, et le lithium, c'est vraiment le médicament de la dernière chance, parce qu'il a tellement d'effets secondaires. Et du coup, après, je suis sortie de l'hôpital. J'ai été dans un appartement thérapeutique, donc du coup, j'avais 2 colocataires et des soignants qui venaient très souvent. Au bout d'1 an et demi, c'est sûr que c'est dur de sortir d'un cocon qui est l'hospitalisation, mais j'avais quand même hâte, parce que vraiment, il y avait tellement de règles que je ne comprenais pas. Donc c'était plutôt en mode, oui, j'ai un peu peur, mais surtout,
je vais retrouver ma liberté. Je vais pouvoir faire ce que je veux, enfin pas totalement, mais j'aurai moins de règles. C'était bien au début, mais je savais que j'allais pas rester longtemps parce que j'étais pas prête à avoir mon propre appart au moment où je suis sortie, mais j'étais pas non plus, j'avais pas autant de besoins que mes colocataires par exemple. J'ai besoin de flexibilité, il y a des moments où je peux pas travailler du tout. Il faut savoir que quand j'ai commencé TikTok, je pensais pas que j'allais en faire mon métier un jour. Vraiment la première année où je suis sur TikTok, donc 2022, je teste des filtres, je raconte ma vie, je fais des petits trucs, des playbacks, voilà, rien de spécial. Et ma mère, elle est très contente que je gagne ma vie sur TikTok. Parfois, elle est un peu inquiète par rapport aux commentaires que j'ai. Par rapport aux commentaires négatifs, au début en tout cas, ça m'atteignait franchement pas. Mais j'étais pas dans le déni de c'est normal. Donc sur l'écran, quand je voyais des trucs, ça me faisait rire ou ça me faisait rien. Mais j'ai dû faire beaucoup de pauses depuis 2023. J'ai fait plusieurs pauses par moment parce que justement, il y avait des moments où ma santé mentale n'allait pas, les commentaires n'aidaient pas. Il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, mais là j'arrête, j'en ai marre. Dès le début, je me suis dit, quand quelqu'un commente, que ce soit en vrai ou en faux d'ailleurs, enfin quand je dis que ce soit en vrai ou en ligne, il me critique moi quand c'est pas constructif. Il critique l'image qu'il a de moi ou l'image que je lui renvoie de lui. Je réponds pas forcément parce que voilà, j'ai cette pensée-là qui me met un filtre. Et en plus, il y en a, ça se voit que si tu réponds, ils vont être contents. Et je peux pas tout bloquer parce que sinon je ferais que ça et j'arrêterais de faire des TikTok. Mais je réponds pas non plus parce que je vois pas l'utilité. Mais attention, il faut faire quelque chose. Il faut en parler à des personnes ressources. Si ça change pas, que au moins pouvoir se confier. Si vous avez envie de dire quelque chose et que vous pouvez le faire, faites-le. Voilà. Et commentaires positifs qui m'a ému positivement, oui, il y en a souvent. Des gens qui me disent merci, grâce à toi, j'ai plus de facilité à m'assumer, j'ai pu faire mon coming out, j'ai moins peur d'être moi-même, voire je n'ai plus peur d'être moi-même, etc. Je pense avoir un impact positif sur quand même beaucoup de gens. En fait, moi, si j'ai laissé une empreinte positive dans la majorité des cas, bah, j'estime que j'ai réussi ma vie, peu importe où j'en suis financièrement, géographiquement, etc. Genre, si j'ai une empreinte positive, ça me va. Les personnes handicapées psy ont plus de chances d'être victimes d'agressions que de causer des agressions. La plupart des schizophrènes vont être victimes plus que coupables. Surtout que pour beaucoup de personnes qui ont un trouble psy, c'est parce qu'on a vécu une agression qu'on développe un trouble psy. Enfin, c'est pas la seule raison, mais c'est quand même une bonne raison. En fait, là, on est dans une société capitaliste qui fait qu'il faut que les personnes produisent, il faut que les personnes aient un but, une utilité. On est des vraies personnes, on n'est pas juste un chiffre, on n'est pas un quota, on n'est pas un trou dans la sécu. Il y a des choses dont on n'est pas capable de faire, comme travailler par exemple. C'est pas qu'on est fainéant, parce qu'il y en a plein qui pensent qu'on est fainéant, qu'on ne veut pas guérir ou que nos diagnostics c'est vraiment juste pour se donner un style. Non, vous n'imaginez pas à quel point vivre peut être fatigant quand on est handicapé. On fait pas exprès de pas pouvoir travailler. On aimerait travailler, mais on ne peut pas. Ce que je dirais à l'enfant que j'étais, l'enfant qui était harcelé, je dirais que ça va aller, de tenir bon, et que le peu de joie que tu as l'impression de ressentir et que tu as l'impression que tu es super heureuse, tu verras que tu vas connaître bien plus, que tu vas savoir aimer sainement, avoir des relations saines, vivre en étant libre, et que tu n'auras plus la peur au ventre rien qu'à l'idée de te lever et de sortir de chez toi. Il peut y avoir des séquelles à vie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux, ça veut dire qu'il y aura quand même des séquelles à vie et notre comportement ne va pas être le même que si on n'avait pas été harcelé. Vraiment, si je devais avoir la Charlie du collège, parle-en, même si ça change rien à l'harcèlement. Ça peut changer, vraiment, parlez-en. Mais que ça change ou pas, il faut en parler pour pouvoir évacuer, comprendre et avancer. Parce que c'est important de ne pas se laisser déterminer par ce qui est quand même un traumatisme. Et de pouvoir pas subir tout ça, mais pouvoir vivre avec. Si vous êtes en parcours d'un diagnostic ou que vous en avez un ou pas, si vous êtes handicapé, ça ne doit pas être une honte. Vous ne l'avez pas choisi. Ce n'est pas à vous de vous adapter. Ce n'est pas à vous de supprimer qui vous êtes. Si vous fonctionnez pour vous conformer sans aide, ça ne va pas avoir un super résultat. C'est aux gens d'essayer de comprendre et quand on aime, vraiment, si quelqu'un vous dit qu'il vous aime mais qu'il ne veut pas que vous fassiez de crise, par exemple,
ils ne vous aiment pas. Parce que quand on aime en la totalité, le handicap compris. J'aimerais bien qu'on me demande comment ça va et qu'on m'écoute. Pas juste comment ça va, ok, bref. Je demande pas forcément qu'on me propose une solution si je vais mal ou quoi. Et qu'on ne minimise pas et qu'on accepte, voilà. Et même si on n'a pas forcément les outils, les clés en main pour comprendre, et ben qu'on laisse la personne parler, si bien sûr on est capable de recevoir. Mais au moins poser la question, au fait, ça va? Là actuellement je vais bien. Je vais bien. Mais parfois on ne sait pas même nous-mêmes quand on va bien ou pas. Même au-delà du comment ça va, est-ce que t'as mangé? Est-ce que t'as bien dormi? Des questions peut-être plus concrètes parce que parfois juste comment ça va en vrai, ça fait du bien de la poser, même si on ment ou qu'on est dans le déni. Ça fait quand même du bien de savoir que les gens s'intéressent réellement à nous. Et là, je parle vraiment aux personnes qui suivent des enfants. Les enfants ne savent pas ce qui est normal et ce qui n'est pas normal si c'est leur environnement. Soyez précis dans vos questions, surtout par rapport aux enfants parce qu'ils n'ont pas les clés en main pour comprendre ce qu'ils vivent.